Bonjour à tous. Donc merci d'être présents à notre café Diplo, malgré le distanciel. Donc je suis Nora et avec, mon collègue, nous sommes étudiants au MRIAE et nous serons les médiateurs de cette conférence. Oui, merci vraiment à tous d'être venus donc à cette visioconférence. Avant de commencer, il nous semblait important de faire une aparté sur le choix du maintien de la conférence en visio, malgré les mobilisations d'aujourd'hui. Ça relevait d'un choix complexe, car nous ne voulions pas faire d'ombre à ces mobilisations. Et nous avons tout de même décidé de faire ce choix du maintien de la conférence en visio, principalement pour des questions d'agenda, parce qu'il n'a pas été facile de regrouper tous les intervenants. Également parce que c'était pas facile de réserver une salle et aussi parce qu'il nous tenait à cœur d'organiser cet événement dans le cadre de la semaine de la francophonie qui s'achève ce dimanche. Euh, et enfin, même si nous sommes convaincus que le visio n'est pas la forme privilégiée pour permettre l'échange, l'apprentissage, ce format permet malgré tout à des personnes habitant loin de Paris de participer à l'événement et nous les saluons tout particulièrement. Et donc nous sommes heureux d'ouvrir, ce premier café Diplo, de 2023 de la Sorbonne, qui est le fruit d'un partenariat entre les amis du monde diplomatique et les étudiants du MRIAE, c'est-à-dire le Magistère de Relations internationales et Action à l'étranger de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc tout d'abord, permettez-moi, de vous parler un peu, des cafés Diplo. Donc les cafés Diplo consistent à rebondir sur une thématique qui a été abordée, dans le monde diplomatique et pour notre part, nous avons décidé, de rebondir sur, le manière de voir, c'est-à-dire le hors-série du monde diplomatique, publié en décembre dernier et qui portait sur le pouvoir des langues. Donc en tant qu'étudiant, en relations internationales, cette, thématique, nous a beaucoup intéressés car nous serons amenés, à parler plusieurs langues et en particulier, nous avons trouvé, qu'une phrase de Bourdieu qui, a été citée dans l'introduction, de ce manière de voir, hem, traduisait bien, ces tensions que nous allions, aborder durant, cette visioconférence. Donc voici, la phrase, de Bourdieu: «Instrument de pouvoir, heu, instrument de communication, la langue est aussi signe extérieur de richesse et instrument de pouvoir». Je laisse la parole à Lorenzo. Merci Nora. Donc, je voulais rapidement présenter les intervenants qui nous font l'honneur de participer à cette conférence aujourd'hui. Tout d'abord, Madame Nelly Porta, qui est coordinatrice principale de la direction langue française et diversité des cultures francophones à l'Organisation internationale de la francophonie. Également, Monsieur Christian Tremblay, qui est président de l'Observatoire européen du plurilinguisme. Et enfin, Madame Anne-Cécile Robert, présidente de l'Union internationale de la presse francophone et directrice des éditions et relations internationales pour le monde diplomatique. Et d'ailleurs, souligner à cette occasion que le monde diplomatique est, si je ne me trompe pas, le journal francophone traduit dans le plus de langues, puisqu'il est publié dans 26 langues à travers le monde. Enfin, j'aimerais, avant de commencer, revenir vous expliquer rapidement le déroulement de la conférence. Dans un premier temps, les différents intervenants prendront la parole pour éclairer le sujet qui nous réunit sous un angle particulier. Et ensuite, nous vous donnons la possibilité de participer tout au long de la conférence via le chat en posant des questions. Et à la fin, nous reviendrons sur ces questions, nous les traduirons à l'oral pour les poser deux par deux à nos intervenants. Donc nous allons, commencer par la première question. Donc, nous vous l'avons dit, nous sommes en pleine semaine de la francophonie. C'est pourquoi, nous souhaiterions, commencer, avec, Nelly Porta de l'Organisation internationale de la francophonie et donc madame Porta, pourriez-vous, nous parler, de la francophonie, de ses enjeux, et ses défis? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et tout d'abord, je souhaiterais remercier les étudiants à l'origine de l'organisation de ce café diplomatique pour leur invitation, ainsi que les amis du monde diplomatique pour le choix d'un sujet
tout à fait passionnant et au cœur de la mission de la francophonie. Donc, je vous propose, alors je pense que vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Pouvez-vous me le confirmer avant que j'avance? Oui, Oui, effectivement, on le voit bien. Oui, vous le voyez, très bien. Parfait. Alors, j'ai été présentée, donc je n'aurai rien de plus à ajouter à ce stade. Juste vous préciser peut-être que donc je parle depuis la direction langue française et diversité des cultures francophones, qui est une direction programme, une des directions de l'Organisation internationale à la francophonie, qui a pour mission d'animer la coopération entre les États membres et les États et gouvernements membres de notre organisation sur ces grands thèmes que sont les questions de diversité linguistique et de diversité culturelle. Alors, tout d'abord, la francophonie, un concept novateur déjà en son temps. De quand date-t-il? Ce concept a une date de naissance assez précise, c'est 1880. 1880, ça nous ramène, alors pour les plus jeunes, quelques précisions. 1880, c'est l'époque coloniale depuis la France. C'est une époque également pendant laquelle le français jouit d'une grande visibilité et d'une renommée enviable. C'est en effet à cette époque-là la langue des protocoles, des traités, des conférences, des congrès internationaux, des salons, des théâtres, de la diplomatie et que sais-je. Donc un peu un âge d'or de la langue française que certains regretteraient peut-être aujourd'hui. C'est également à cette époque-là donc un concepteur qui est géographe, Onésime Reclus. Onésime Reclus est un géographe qui, contrairement à beaucoup de gens à son époque, ne croit pas aux races, au concept de race, mais au contraire constate et revendique même le métissage du peuple français. Et il est l'un des premiers aussi à mettre en exergue l'existence de l'immigration en France et en métropole. Le concept créé par Onésime Reclus, francophonie, il le définit ainsi. La francophonie, pour lui, ce sont tous ceux, et aujourd'hui on dirait toutes celles, qui sont ou qui semblent destinés à rester ou à devenir participants de notre langue. Vous noterez que cette définition proposée par Onésime Reclus dès 1880 revêt déjà un caractère qu'on qualifierait aujourd'hui d'inclusif. On ne naît pas francophone, mais libre à chacun de le devenir. Et que la construction de ce sentiment d'appartenance qui s'appuie non pas aux révolutions sur des États-nations enfermés dans des frontières, mais sur des locuteurs revendiqués ou pas d'une langue qui se développera grâce au dynamisme de la société civile. Cette société civile, elle est multiple. Il y a plusieurs organisations qui se créent, associations, fédérations qui se créent dans la foulée de la création de ce concept. L'Union des journalistes de la presse francophone, de langue française, la Fédération internationale des professeurs de français, l'Association internationale des maires francophones, et puis une que vous connaissez sans doute parce qu'on va peut-être en parler particulièrement en cette année 2023, la communauté des Alliances françaises, association de droit local qui a pour mission de diffuser et de promouvoir la langue française et les cultures francophones, communauté qui célèbre cette année ses 140 ans d'existence avec la première Alliance française née à Paris en 1883. Voilà pour ce petit rappel historique. Donc cette francophonie, d'abord concept, créé par un géographe, a inspiré nombreux poètes et politiques. Et si à la faveur des deux guerres mondiales qu'a connu le siècle dernier, le concept est tombé dans l'oubli, il ressurgit à l'occasion des indépendances. Il est réinvesti à cette occasion par 4 chefs d'État nouvellement indépendants, Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Amani Diori et le prince Norodom Sihanouk, avec cette vision profondément politique que dans les décombres du régime colonial
français, un merveilleux outil, la langue française, est resté. Et donc, avec un mot d'ordre, servons-nous de cet outil et mettons-le au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples. C'est le début de la francophonie institutionnelle avec la création en 1970 lors de la conférence de Niamey, justement le 20 mars que nous avons célébré en début de semaine. C'est le début de cette francophonie institutionnelle qui a donné naissance aujourd'hui à l'Organisation internationale de la francophonie. Dans le même article qui célébrait ce merveilleux outil qu'est la langue française, Léopold Sédar Senghor soulignait, ou précisait en poète qu'il était également par ailleurs, sa vision de la francophonie. La francophonie, cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Alors, je vous disais, on célèbre chaque année le 20 mars la Journée internationale de la francophonie. Certains d'entre vous feront peut-être aussi le lien que le 21 mars est la Journée internationale de la poésie. Et pour moi, ce rapprochement n'est certainement pas innocent. Dans l'historiographie de cette francophonie, on parle ainsi des pères fondateurs avec ces 4 figures emblématiques. Mais ce serait oublier qu'en parallèle de cette francophonie politique, proposant un autre espace de multilatéralisme et de solidarité, des femmes œuvrent elles aussi pour une francophonie politique et éminemment culturelle. Et je penserai par exemple à Alimata Salambere Ouedraogo, qui fut à l'origine et présida la première édition du FESPACO, ce grand festival de cinéma dans le monde, et le seul espace en 1969, quand il a été créé à Ouagadougou, au Burkina Faso, seul espace en ce temps où les expressions culturelles africaines contemporaines étaient données à voir aux Africains eux-mêmes. Et il y en a eu d'autres par la suite avec le Massa et d'autres espaces, mais celui-ci fut le premier créé par une femme. Alors, un concept, une inspiration poétique, une vision politique pour une alternative à une mondialisation uniforme et qui donne donc suite à la création d'une agence de coopération à la fin des années 90, les chefs d'État et de gouvernement ont souhaité donner une visibilité accrue à la francophonie et un poids politique dans la gouvernance mondiale. Ça a donné l'Agence intergouvernementale de la francophonie, puis en 2006, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec cette conviction et ce projet que les enjeux géoculturels doivent être pris en compte pour comprendre les enjeux géopolitiques et géoéconomiques et adopter les meilleures stratégies au service des États et populations. Une des grandes victoires, excusez-moi, j'arrive plus à avoir le contrôle de mon diaporama. Voilà. Une des grandes victoires de cette... une des grandes victoires politiques de la francophonie à ce jour et ainsi l'adoption de la convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Convention qui à cette époque-là avait pour objectif de valoriser la culture, enfin les expressions culturelles, les expressions artistiques. Et la francophonie a été à l'origine de l'adoption de cette convention et de la mobilisation internationale. L'ambition de la francophonie était alors et est toujours que de travailler au bien commun en faisant vivre l'idée même de la diversité dans un monde global de plus en plus complexe, qui tend pourtant à une certaine uniformisation. Et dans un tel contexte, pourquoi se priver de la richesse conceptuelle que recèle chaque langue pour tenter de mieux analyser et comprendre ce monde? Pourquoi aussi se priver des imaginaires véhiculés à travers ces langues pour créer de nouveaux modèles, de nouveaux récits
de relations au monde et faire face aux enjeux auxquels l'humanité est confrontée. L'ambition de la francophonie est également d'aider ces États et gouvernements à mieux s'insérer dans le flux d'échanges de la mondialisation pour améliorer les conditions de vie de ces populations, notamment des jeunes et des femmes. Alors, excusez-moi, j'ai un petit... Voilà, donc la francophonie, cette francophonie-là, institutionnelle, est un dispositif pluriel avec une série d'acteurs au statut très différent. Vous avez des associations, vous avez une organisation internationale, vous avez un opérateur audiovisuel, voilà, différents organes, mais tout ce dispositif est piloté par une voix depuis donc 1998. La voix et le visage de la francophonie, c'est un ou une secrétaire générale. Vous m'en reconnaîtrez, Boutros Boutros-Ghali, et aujourd'hui Louise Mushikiwabo, qui en fin d'année dernière a été renouvelée dans son mandat à la tête de ce dispositif. Et c'est une francophonie institutionnelle qui représente donc des femmes et des hommes sur les 5 continents. Une population qui est en constante augmentation et qui est poussée par le dynamisme démographique de l'Afrique, parce que vous verrez qu'il y a, enfin, si vous arrivez à distinguer sur ce diaporama la part importante du continent africain dans cette francophonie des populations. On peut deviner ici les usages variés aussi que cela implique, et les variétés intrinsèques à la langue française que tente de documenter un outil comme le dictionnaire des francophones, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Alors, de façon un peu plus visuelle, voici cette francophonie institutionnelle représentée sous forme de cartographie. Quels sont les États et gouvernements membres et observateurs? Vous les avez sous les yeux, et même si vous ne les distinguez pas, vous pouvez, en tout cas c'est l'idée de cette diapositive, être sensible à la diversité de cet espace qui est devenu un espace de solidarité, particulièrement propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel, car s'appuyant sur cette diversité particulière, une diversité économique entre des pays aux réalités économiques très différentes, avec aux 2 extrémités des pays du G20, mais aussi des pays parmi les moins avancés. Une diversité géographique avec de très petits États, des États insulaires, et des pays quasi-continentaux comme le Canada ou la République démocratique du Congo. Vous voyez bien que ces États aux réalités géographiques différentes sont exposés de façon aussi différente aux enjeux actuels, et notamment, je pense, au réchauffement climatique, pour n'en citer qu'un. Ce sont des territoires aussi qui appartiennent à des cercles culturels différents. Vous voyez les recoupements avec les aires culturelles de l'hispanophonie, de l'arabophonie, de la lusophonie, par exemple. Et au niveau politique, ils adhèrent également à d'autres organisations régionales, l'Union européenne, l'Union africaine. Enfin, il y en a plusieurs, en Asie, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, etc. Le Commonwealth également. Alors, toute cette diversité là vous indique aussi que être francophone aujourd'hui, c'est parler au moins 2 langues et les enrichir l'une et l'autre. Et le français, dans ce contexte-là, nous permet de coopérer. Alors, coopérer est un terme qui, je vous parlais de diversité, enfin de diversité conceptuelle un peu plus tôt. Coopérer est un terme qui a été dévoyé par une histoire assez difficile à porter depuis la France. On pensera au ministère de la coopération en leur temps. Mais étymologiquement, cum operare, si aujourd'hui on le traduirait peut-être plus par faire œuvre ensemble.
dans un idéal d'universel latéral et non vertical, dessiné par Senghor, que je vous citais un peu plus tôt, avec cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre, mais qui fait également écho au concept. Alors cette fois, je vous envoie plutôt vers les langues bantoues en Afrique australe. Le concept d'Ubuntu qui a donné son nom à un système d'exploitation informatique alternatif, une des déclinaisons de Linux que certains d'entre vous doivent connaître, mais qui a été aussi réactualisé par l'engagement de Nelson Mandela et de Desmond Tutu dans leurs efforts de réconciliation post-apartheid. Ubuntu, c'est un concept aussi simple en soi que difficile à traduire en français. Si on tente une traduction littérale, ce serait « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Selon une traduction de Souleymane Bachir Diagne, ce philosophe d'origine sénégalaise, c'est l'humanité qui se réalise dans la réciprocité. Et on voit bien dans cette lecture de la coopération ce que la francophonie, en tant qu'institution, essaie de mettre en œuvre sur les différents champs qui sont les siens, avec les populations et les territoires très divers qui la composent. Alors tout ça pourquoi? Je vous le disais, pour coopérer, pour faire œuvre ensemble et pour contribuer à la diversité culturelle et linguistique. Dans cette diaporama qui clôt mon intervention, je vous propose quelques invitations à voyager dans cette diversité francophone, avec notamment Le Bleu du Caftan, film primé à Cannes, deuxième film long métrage de fiction de la réalisatrice marocaine Myriam Touzani, qui est sorti hier sur nos écrans en France, et je vous invite à aller le voir. Ou bien, pour les plus littéraires d'entre vous, allez visiter nos lauréats des prix des 5 continents de la francophonie. Si vous lisez Karim Katan et son Palais des 2 collines, vous lirez certes un livre en langue française, mais où pulse une certaine rythmique venue d'autres langues, et des langues qui constituent son corpus, puisque Karim Katan est d'origine palestinienne, et chez Monique Proulx, dernière lauréate du prix des 5 continents, qui a reçu son prix hier, pas plus tard qu'hier, pour Enlève la nuit. C'est encore une autre langue française dans toute sa diversité et toute sa musique que vous pourrez découvrir, et qui, j'espère, vous invitera également à créer. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Merci à vous beaucoup, merci beaucoup, Madame Porta. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Tremblay. On aimerait aussi comprendre quelque chose, justement, Monsieur Tremblay. Aujourd'hui, on sait que l'Union européenne compte 24 langues officielles. Pourtant, force est de constater qu'au sein des institutions européennes, l'anglais prédomine. Et vous qui présidez l'Observatoire européen du plurilinguisme, on se demandait quels étaient les enjeux liés à cette domination de l'anglais au sein de l'UE. Voilà, j'ai l'impression que vous avez réussi à partager votre écran. Peut-être que votre micro est encore désactivé. Ah, c'est bon. Voilà. Génial. Vous m'entendez? 5 sur 5. Bien, et effectivement, là, vous dressez très rapidement un portrait de la situation des langues actuellement en Europe. Ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, je voudrais quand même présenter très brièvement l'Observatoire, qui justement est lié un peu à cette histoire des langues en Europe. L'Observatoire a été créé maintenant il y a presque 20 ans, en 2005, et dans un contexte européen qui était, je dirais, marqué par une forte extension
du nombre de pays membres, puisque une dizaine de pays, en très très peu de temps, ont rejoint le cadre de l'Union européenne. Et toute la période donc, qui a succédé à la dislocation de l'Union soviétique a donné lieu à de grosses négociations qui se sont d'ailleurs déroulées en totalité en anglais, sauf certains pays qui, comme la Roumanie, avaient commencé à faire ses dossiers en français, et on lui a simplement demandé de bien revoir sa copie, de tout refaire en anglais. Bon, ça situe un tout petit peu la situation telle qu'elle était à la fin, dans les années 95-90, au moment où les négociations se sont amorcées. Dans les années 90, on n'avait pas une domination aussi écrasante de l'anglais dans les institutions, et disons qu'en gros, pour simplifier, vraiment dans les grandes masses, il y avait trois tiers, si je puis dire 3 tiers, il y a un quatrième petit tiers, en gros 30, et puis 10%, et les 3 grosses parties, c'était l'anglais, le français et l'allemand. C'était pas exactement, c'était pas tout à fait égal, l'anglais était légèrement dominant, suivi par le français, et après l'allemand. Mais l'allemand avait encore une place importante dans les années 90. Voilà, tout ça, ça a basculé avec l'adhésion massive d'une dizaine de pays en très peu de temps, et qui sont entrés en même temps dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Voilà. Alors, donc l'OEP, c'est une association, ce n'est pas du tout une organisation publique, hein. Je dirais, sa matérialisation, c'est le site que vous voyez à l'instant, hein, et qui est un site qui est extrêmement riche et qui est une véritable base de connaissances sur les questions des langues, du plurilinguisme en Europe, avec, je dirais, une grande partie qui correspond à de la revue de presse internationale, pas seulement française, mais vraiment internationale, au niveau principalement européen. Et puis une autre partie qui concerne disons, toute l'activité de recherche autour des langues. Voilà. On a une collection, nous sommes éditeurs, hein, nous avons aujourd'hui une vingtaine de livres qui sont parus dans la collection Plurilinguisme. Nous avons une manifestation très importante qui est à peu près triennale, mais enfin, c'est pas, je dirais, c'est pas absolu, et qui sont les assises européennes du plurilinguisme. Et nous avons tenu les 6e assises au mois de novembre en Espagne, à Cadix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben oui, l'autre élément, quand même, je dois signaler que dans l'activité de l'Observatoire, c'est aussi la publication d'une lettre d'information qui est à peu près bimestrielle, sauf pour l'été. Mais enfin, donc ça fait 5 lettres par an, qui est une lettre relativement bien documentée et qui comporte toujours un éditorial, qui est un éditorial qui est à la fois un travail de recherche important, c'est de recherche vraiment sur toute la thématique du plurilinguisme, et qui fournit tout un ensemble d'informations sur les événements divers et variés, aussi bien de la bibliographie que de manifestations, de colloques, etc. Voilà pour dire, pour ce qui est de l'OEP, s'il y a des questions, j'y répondrai. Maintenant, je voudrais aborder donc la question du cadre européen, qui effectivement est tout à fait crucial, et je dirais stratégique d'un point de vue de la place du français dans le monde. On a bien vu que la partie qui est presque majoritaire aujourd'hui des locuteurs francophones, c'est l'Afrique, Afrique subsaharienne et Afrique du Nord. Mais la position du français en Europe est une position qu'on peut tout à fait qualifier de tout à fait importante et stratégique, pour des raisons historiques et puis pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Je n'ai pas besoin de faire tellement de dessins là-dessus. Alors, je voudrais donner, c'est très important d'en parler parce que je crois que c'est quelque chose qui est relativement peu connu dans l'ensemble. Si on demande comment vous voyez quelle est la place des langues au niveau européen, je crois qu'il y a peu de personnes qui sont en mesure de répondre à la question d'une manière, je dirais, documentée. Alors, il faut savoir que rapidement, je passe en revue les principaux textes, hein, sans m'apesantir trop dessus, hein, mais il faut savoir qu'il existe un règlement, hein, qui est prévu par le traité actuellement, par les traités. C'est actuellement l'article 217
du traité, hein, qui précise que le régime linguistique est déterminé en fait par un règlement qui est obtenu à l'unanimité des pays membres. Alors, donc, je commence par ce règlement numéro 1, parce qu'il y a le règlement numéro 1, mais il y a quand même des articles du traité et de la charte des droits fondamentaux qu'il faut absolument signaler parce que c'est nécessaire à la compréhension de l'ensemble. Alors, pour le règlement numéro 1, bon, il y a l'article 1, je passe, c'est là où il y a toute la liste des langues officielles et de travail. Et toutes les langues officielles ont vocation à une langue de travail. Hein. Il est précisé que dans les relations avec les institutions européennes, les États s'expriment, les États et les personnes s'expriment dans la langue de leur choix parmi les langues officielles, et à l'inverse, les institutions européennes s'adressent aux États et aux personnes soit dans la langue du pays, soit dans la langue qui a été utilisée en premier par la personne qui s'est adressée aux institutions. Voilà. Je voudrais souligner deux articles qui sont assez fondamentaux pour comprendre, c'est l'article 4 et l'article 5. L'article 4 dit que les règlements et autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles. Et l'article 5 dit le journal officiel de l'Union européenne paraît dans les langues officielles. Dans les deux cas, on a les langues officielles. C'est assez intéressant parce que le journal officiel, par définition, évidemment, il ne peut être publié que dans la totalité des langues officielles et en même temps, au même moment. Par contre, sont rédigés dans les langues officielles, il est évident que tous les textes ne sont pas immédiatement rédigés dans la totalité des langues. Ça, on est assez sensé pour le comprendre. Néanmoins, on ne peut pas considérer que l'article 4 signifiait qu'il était tout à fait possible qu'une des 24 langues puisse être utilisée à raison à peu près environ à 80% des textes qui sont rédigés. Ce qui veut dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est par exemple un Français rédige son texte bien évidemment en anglais et le texte sera très rapidement traduit de l'anglais produit par un francophone en français. Très bien. Les Allemands, c'est pareil. Un Allemand va rédiger en anglais, puis le texte sera très rapidement traduit ensuite en allemand à partir de l'anglais écrit par un germanophone. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et bon, on y reviendra peut-être, mais il faut voir un petit peu comment les textes eux-mêmes sont un petit peu, je dirais, violentés par la pratique. Voilà. Il existe d'autres éléments. Donc, j'insiste, je voulais simplement insister là-dessus parce que je pense que c'est tout à fait, je dirais, crucial du point de vue du règlement numéro 1. Il y a d'autres articles, mais je ne vais pas m'appesantir. Ça dépendra éventuellement des questions qui pourraient être posées. Maintenant, il y a la Charte des droits fondamentaux. Et la Charte des droits fondamentaux a deux articles qui, pour nous, sont essentiels. C'est un article 21 qui pose le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur un certain nombre de critères, dont la langue. Et la jurisprudence de la Cour européenne est assez importante là-dessus. Et l'autre disposition, c'est l'article 22, qui pose comme principe général que l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Alors maintenant, il y a également deux articles essentiels dans les traités, qui sont des articles qui datent vraiment du traité de Lisbonne. C'est vraiment des articles récents et je dirais qui commencent à faire émergence un peu dans le droit européen. Alors, j'ai mis en caractère gras les éléments, je ne vais pas tout lire, hein, simplement les éléments qui doivent retenir notre attention. Le premier, dans l'article 10 du traité de l'Union, c'est « Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union ». Hein, donc, on peut dire que le droit de participation du citoyen est posé et dans les traités. Et l'article 11 indique que les institutions donnent par les voies appropriées aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. Et au troisièmement de cet article, en vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées. Alors, il y a des procédures effectivement de consultation qui fonctionnent, qui ne sont peut-être pas très connues,
hein, mais néanmoins qui ont le grand mérite d'exister. On peut tout à fait souhaiter que l'usage de cette possibilité se développe. Mais il faut préciser qu'il n'y a pas encore très longtemps, ça date de à peu près à peu près 2 ans, la quasi-totalité des contenus des consultations étaient en anglais. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait simplement la fiche descriptive qui donnait le titre, l'objet, etc., la nature du texte, qui était dans les différentes langues, mais vraiment la feuille de route et le contenu de la consultation, c'était un document d'une quinzaine de pages, voire plus, qui était entièrement en anglais. Alors évidemment, il y a eu des protestations, dont l'Observatoire, qui a fait déposer des réclamations auprès du médiateur, de la médiatrice, et dans un rapport sur le plurilinguisme, la médiatrice, un rapport qui n'est pas très vieux, qui datait d'1 an et demi, a donné un certain nombre de conclusions, et parmi ces conclusions, il y avait la nécessité que tout ce qui concerne la participation des citoyens et la participation à des procédures de consultation, bien évidemment, se fasse dans toutes les langues. Ça paraissait assez élémentaire, parce que le plurilinguisme est véritablement la contrepartie du droit de participation du citoyen à la vie de l'Europe. Voilà. Voilà pour ce qui est des textes. Alors, maintenant, je voudrais vous donner trois applications, parce que disons qu'il faut vivre ces choses-là, hein, et il faut être extrêmement attentif à tout ce qui se fait. Et donc là, je commence par un premier exemple qui concerne la carte d'identité nationale, disons, telle qu'elle a été coordonnée en fait par un règlement européen de 2019. Alors, dans une disposition de ce règlement, qui est un document très très long, le document est censé porter le titre de carte d'identité, ça c'est en français, bien sûr, dans toutes les langues ça sera un petit peu différent, et un autre intitulé national éventuellement reconnu dans les langues officielles de l'État membre, etc. Ainsi que les mots carte d'identité dans au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union. Ça, c'est pour la carte d'identité. Alors, je voudrais simplement préciser que un certain nombre, une grande majorité de pays ont fait des trucs en 2 langues, on fait les cartes d'identité en 2 langues, la France en premier, hein, et je vais d'ailleurs tout de suite, si vous avez une carte d'identité récente, là, bon, Bernard Tremblay, c'est mon frère, il a eu la gentillesse de prêter sa carte, toute nouvelle, et dedans, on voit carte nationale d'identité, identity card. Et par lieu de naissance, il y a la place of birth, etc. Donc, on a 2 langues en France. Donc, je pense que l'Italie a dû faire 2 langues aussi, hein, mais un ami allemand a bien voulu me confier sa propre carte d'identité. Et là, on voit que la carte d'identité allemande est en 3 langues. Hein, voilà. Et je pourrais vous dire que j'ai fait une réclamation, l'Observatoire a fait une réclamation auprès du ministère de l'Intérieur, qui nous a répondu une longue lettre d'1 page et demie pour nous dire que c'était impossible. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait envoyer sur les roses, excusez-moi de le dire un peu de manière un peu triviale, mais c'est le cas. Donc voilà, je continue avec la CNI allemande. Hein, et en fait, donc le ministère de l'Intérieur m'a dit, mais nous, on a fait exactement comme pour le passeport. Effectivement, le passeport français est en 2 langues, mais le passeport allemand est aussi en 3 langues. Bon, voilà, donc je dirais, on peut, voilà, ce qui est quand même, c'est assez intéressant. Alors maintenant, il y a un autre, là je passe, et alors il y a un autre texte qui a donné lieu à des controverses. Bon, ça a perdu un petit peu de son actualité. Pour la carte d'identité, il y a quand même une valeur de symbole. Hein, il est évident que quand vous mettez 2 langues, hein, donc en gros, il y a la langue nationale, et puis tout le reste, tout le monde est censé, évidemment, connaître parfaitement sur le bout du doigt la langue, qui est en fait la langue maternelle de à peu près 1% des Européens dans le cadre de l'Union européenne actuelle. Bon, maintenant, le certificat vert numérique. Vous vous souvenez que, donc, du certificat qui a été défini en fait par un règlement européen. Et là, on trouve une évolution dans la rédaction. Il est dit que les informations contenues dans les certificats sont également présentées sous une forme lisible par l'homme et au moins dans la ou les langues officielles
de l'État membre de délivrance et en anglais. Il y a eu une évolution tout à fait significative. On voit bien que c'était pas évident, ils n'étaient pas obligés de viser directement l'anglais, donc c'est donner à l'anglais une position, un statut en fait qu'il n'a jamais eu, hein, et le donner dans un règlement. Alors, bon voilà, ça c'est le certificat numérique, hein, et puis on voit, il est fait, le dessin de ce certificat est absolument extraordinaire, hein, et on voit bien qu'il est d'abord en anglais, et que même la version, les termes français, je dirais c'est dans un français quand même, et qui ne ressemble pas tellement à du français en vérité, hein, et le ministère est tout à fait en dessous. Bon, la réplique française est complètement effacée. Alors maintenant, je vais signaler aussi une campagne d'opinion qui est actuellement développée par la Commission européenne et également qui me paraît, ça permet d'enfoncer le clou par rapport aux dérives que je viens de signaler. Là, il s'agit d'une campagne qui s'appelle, comme par hasard, You Are EU, et c'est une campagne qui est censée sensibiliser les citoyens à un certain nombre de questions fondamentales, notamment la question environnementale et climatique, pour les associer en fait à l'action qui est menée dans les États, mais surtout au niveau européen. Donc là, on voit très très bien une image et dans lequel, qui est donnée comme référence sur le site internet de la Commission européenne, et on voit bien qu'il y a une hiérarchisation très forte des langues. Hein. Voilà, et donc il y a un certain nombre de modèles dont chacun des États est censé s'inspirer pour décliner ensuite les choses dans leur propre langue. Alors, effectivement, si on voit sur le site de l'Union européenne, mis à part cette panoplie de modèles réutilisables par chacun des pays, effectivement, on va trouver la campagne qui va se trouver déclinée en 24 langues, mais on voit très bien comment la hiérarchisation des langues est posée. Hein. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut que toutes les langues, les 24 langues, soient forcément mises à égalité là-dessus, mais je dirais tout dépend de l'axe que l'on veut donner. Ou bien on veut donner la prépondérance à une des 24 langues, ce qui est le cas, hein, ou bien au contraire, on veut valoriser le plurilinguisme qui semble être assez fondamental du point de vue de l'identité européenne. Là, la symbolique telle qu'elle est, pour faire simple, manifestement, moi, c'est ma propre interprétation, on peut vraiment ne pas partager ça. Il y a des personnes qui vont dire, mais non, l'anglais, c'est une langue complètement neutre. Oui, mais enfin bon, l'état du monde, c'est pas ça. Hein. Donc, il n'y a quasiment aucun ensemble politique dont la langue utilisée en tant que langue officielle est une langue qui n'est parlée que par 1% de la population. Ça n'existe qu'en Europe, et la signification que je donne à ça, c'est très clairement un aveu d'allégeance, tout simplement. Et c'est effectivement comme ça que c'est compris, et pas autrement. Alors maintenant, pour certaines personnes, c'est très très bien, et pour d'autres, c'est pas si bien que ça. Hein, voilà, donc c'est pas du tout, je donne pas mon opinion sur le sujet, mais j'attire l'attention sur le fait qu'en termes de communication, on voit bien qu'il y a une hiérarchisation des langues, et il y a incontestablement une manifestation d'allégeance. Je ne dis pas vis-à-vis de qui, mais je pense que c'est facile à comprendre. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Voilà la même affiche telle qu'on peut la trouver dans les rues de Paris. Hein. Bon, je dirais que, bon, évidemment, là, on a au niveau national un équilibre un petit peu plus satisfaisant. Néanmoins, je pense qu'il y a nécessité de réfléchir à je dirais, une sorte de signalétique en fait du plurilinguisme au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on est un petit peu plurilingue par contrainte, comme on l'a vu avec le traité. Le traité oblige d'être plurilingue, mais dans l'image, dans l'imaginaire que l'on donne, on hiérarchise réellement les langues et on rejette un tout petit peu, on rejette ce qui est tout à fait essentiel dans la construction européenne, puisque c'est un principe fondamental qui a été posé dès la naissance de l'Union européenne. Voilà, j'ai à peu près terminé mon petit exposé. Hein, il y a du texte pour justifier la campagne You Are EU, mais bon, je crois que on a compris de quoi il s'agissait. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
je quitte le partage. Merci, Monsieur Tremblay. Nora, je ne sais pas si tu voulais, Oui. toi, continuer. Merci, Monsieur Tremblay. Maintenant, donc, Madame Robert, vous êtes présidente de l'Union internationale de la presse francophone. Et donc, on observe de plus en plus en Afrique une montée en puissance de certaines langues, le russe, le chinois, le turc. Et donc, on se demandait si vous pouviez nous parler des enjeux liés à cette bataille des langues en Afrique. Bonsoir, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier vraiment chaleureusement les amis du monde diplomatique et le Café Diplo étudiant d'organiser ce débat parce que souvent, les enjeux linguistiques sont sous-estimés ou considérés comme secondaires, voire parfois folkloriques. Or, et je crois que les deux interventions qui m'ont précédé le démontrent, ils sont absolument essentiels et on aurait tort de les traiter de manière, j'allais dire, méprisante, comme c'est parfois le cas. Et en préparant cette intervention, j'ai retrouvé une intervention que certains d'entre vous connaissent peut-être, du Premier ministre britannique Winston Churchill, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il parle des trois cercles. Et les trois cercles, c'est les trois cercles de l'influence britannique. Et le deuxième ou le troisième, je ne m'en souviens jamais, c'est la langue. Et Churchill explique que promouvoir la langue anglaise, c'est promouvoir la culture anglaise, donc les intérêts anglais, donc tout ce qui va avec, les produits, le commerce. Et nos amis anglo-saxons l'ont très bien compris. Et vous savez que parmi les conditions mises à l'obtention du plan Marshall après la guerre, il y avait les films. Pour les Américains demandaient à ce que les Européens achètent leurs films parce que les films américains, c'était une manière aussi de promouvoir le mode de vie américain et donc les produits américains. Donc, n'ayons pas de scrupules ni de timidité en tant que francophones à nous interroger sur la langue française et n'ayant pas de scrupules non plus à vouloir la défendre, non pas seulement parce qu'on l'aime, mais parce que c'est aussi une manière d'être nous-mêmes. Et comme disait Victor Hugo, c'est au-dedans de soi qu'il faut regarder dehors. J'aime beaucoup cette phrase. Vous avez 2 heures pour traiter ça, chers étudiants. C'est au-dedans de soi qu'il faut regarder dehors. Sous-entendu, on ne peut pas vraiment communiquer et être en relation avec les autres si on n'est pas vraiment soi-même. Et il y a quelque chose de ça dans la langue. Si le vecteur de communication avec les autres, c'est spontanément une langue qui n'est pas la nôtre, quelque part, il y a un biais dans la sincérité des relations. Donc, et c'est, nous, journalistes, puisque je préside l'Union internationale de la presse francophone, dont Nelly Porta a rappelé qu'elle était la première des organisations francophones créées en 1950. On mesure très concrètement, en Afrique et ailleurs, le défi, l'importance de pratiquer sa langue. Je pourrais vous raconter 1000 anecdotes. Vous êtes un journaliste francophone, vous arrivez à une conférence de presse, c'est en anglais. Pendant le Covid, les documents arrivaient en anglais. Et donc, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous êtes désavantagé par rapport aux collègues. Et je vous épargne évidemment tous les véhicules de fake news, d'infox et d'intox que peut constituer cet enjeu linguistique. L'expression en français, et l'Afrique est un bon terrain pour mesurer ça, est un enjeu d'influence, mais comme Nora l'a rappelé dans son petit mot d'introduction, la langue pour tout le monde est devenue un enjeu d'influence. Là, on a beaucoup parlé des rapports entre francophonie et anglophonie, entre français et anglais, mais le continent africain illustre l'importance que toutes les sphères linguistiques et toutes les puissances accordent à la langue dans la bataille d'influence.
en ce moment sur le continent africain, et même ça dure depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, on voit ouvrir des instituts Confucius qui apprennent le chinois, des instituts Yunus Emre qui apprennent le turc aux populations. Les Russes le font aussi, alors c'est les instituts Pushkin, je crois. Donc, tout le monde, toutes les puissances aujourd'hui développent des instituts linguistiques avec des cours de langue, ce qui montre que la bataille d'influence économique, politique sur le continent africain ne peut pas se passer de la langue. Et on retrouve d'ailleurs quand vous interrogez les responsables chinois ou russes sur le continent africain, les arguments qui étaient utilisés par Churchill après la guerre. Les Chinois, les Russes ont bien conscience que s'ils veulent déjà se faire connaître, se rendre aimables et développer leur influence sur le continent, il faut aussi que leur culture et leur langue soient mieux compris. Alors, peut-être pour introduire des éléments de discussion entre nous, la francophonie fait beaucoup confiance à l'Afrique pour, j'allais dire, sauver la francophonie à l'avenir. Souvent, et les intervenants avant moi y ont fait allusion, on nous dit l'avenir de la francophonie, c'est le continent africain. Et quand on dit ça, on regarde les chiffres, le nombre de francophones. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça, c'est un raisonnement purement mathématique. C'est-à-dire, l'avenir de la francophonie est en Afrique si les francophones africains d'aujourd'hui font des enfants francophones. Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres sphères linguistiques qui séduisent, et d'autre part, parce que la francophonie n'est pas forcément extrêmement attirante. Il y a une difficulté peut-être à rendre la francophonie aimable, et on voit de plus en plus dans les pays francophones les jeunes générations s'acclimater à d'autres langues, évidemment l'anglais, mais maintenant ça peut être évidemment le chinois ou le turc. Donc il ne faut pas se reposer sur des raisonnements mathématiques, il faudra rendre le français aimable et donner envie de le pratiquer. Et pour aller plus loin, Nelly Porta a très bien décrit les enjeux de coopération et de francophonie à l'intérieur du monde francophone, mais pour fréquenter les organisations internationales, l'ONU, l'Union européenne, je peux vous dire qu'on n'y est pas du tout. Les francophones qui se présentent à des concours, par exemple internationaux pour la fonction publique européenne ou internationale, sont désavantagés parce que la plupart des documents arrivent en anglais, le règlement intérieur des organisations n'est pas respecté, c'est-à-dire que vous êtes un francophone et en plus vous n'êtes pas soutenu, en premier lieu par les Français. Donc les concours de la fonction publique internationale qui sont supposés respecter le plurilinguisme, dans la pratique, ne le font pas, notamment au moment des épreuves orales. Et les francophones ne sont pas toujours solidaires. Et les candidats africains se plaignent énormément de ça. Les ambassadeurs francophones, en particulier les ambassadeurs français, ne sont pas forcément sensibilisés à la nécessité de soutenir les francophones dans les concours de la fonction publique internationale et même, je dirais, dans la pratique des institutions internationales. Alors que dans d'autres sphères linguistiques, moi j'ai énormément de témoignages. Les anglophones sont ultra solidaires, les germanophones sont ultra solidaires, les francophones très peu. Il y a toujours une bonne raison de privilégier un collègue et de sous-estimer l'importance de soutenir les collègues francophones. Donc il y a un gros travail à faire très concrètement. J'ai assisté à l'ONU il y a quelques années à une conférence où j'étais moi-même intervenante. Il y avait 40 ambassadeurs francophones dans la salle. L'ambassadeur de France a commencé, je ne dirais pas son nom, c'était il y a quelques années, son discours en français, et il s'est arrêté au bout de quelques secondes en disant « Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas continuer en français », et il a continué son discours en anglais. Et des exemples comme ça, et il m'arrive, je parle assez bien anglais, de faire exprès de m'exprimer en français pour montrer l'exemple. Et en général, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui parlent français et qui sont bien contents que quelqu'un
dégaine en premier. Donc, il y a beaucoup de choses à combattre dans la tête des gens. Et j'entends trop souvent, et ça, ce n'est pas une question de génération, c'est un problème culturel, des gens dire « mais l'anglais, c'est naturel ». Non, ça n'a rien de naturel. Il y a une acclimatation, il y a des forces. Il y a quelqu'un dans la conversation qui posait la question des moteurs de recherche. C'est les algorithmes qui font sortir des textes en anglais. Tout ça n'a rien de naturel. C'est lié à des rapports de force, et il y a des gens qui payent pour ça. Et il y a des petites capitulations en permanence qui font que l'anglais domine. Ça n'a rien ni de neutre, ni de naturel. Et il est très important d'avoir ces conférences comme celle qu'organisent les Amis du monde diplomatique ce soir, pour faire prendre conscience de ça. Et je suis ravie de voir qu'il y a une centaine de personnes et beaucoup d'étudiants, parce que c'est un signe qu'il y a une sensibilité à ces questions. Et pour ne pas abuser de mon temps de parole et permettre la discussion, je vois qu'il y a beaucoup de questions, je vais m'arrêter là en disant à nouveau merci et en étant à l'écoute pour répondre aux éventuelles interrogations du public. Merci infiniment, Madame Robert. C'est extrêmement intéressant. Je vous propose du coup de prendre 2 questions qui ont été posées via le chat et de vous laisser à vous, les intervenants, le soin de vous répartir la parole entre vous. La première concerne les langues autochtones. La personne dans le chat se demandait comment l'admission et la prise en compte des intérêts de ces langues autochtones représentait un nouvel enjeu des politiques linguistiques aujourd'hui. Et la seconde question était une question plus technique qui concernait la traduction et l'interprétation dans les institutions européennes. La personne se demandait, faisait le constat qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques, il arrivait qu'on supprime des postes de traducteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'avec la traduction automatique, les traducteurs automatiques pourraient remplacer les êtres humains? Je ne sais pas qui veut commencer parmi vous 3. Ouais. Sur la question de la traduction automatique, je veux bien répondre parce qu'on a même tenu un colloque là-dessus il y a 2 ans. La réponse sera effectivement oui. C'est-à-dire que la traduction automatique, en théorie, peut changer en très grande partie la donne. C'est simplement l'expérience qu'on a soi-même ou d'autres personnes ont de l'utilisation de la traduction automatique, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent de manière quasi quotidienne et d'une manière intelligente. C'est-à-dire que si on utilise aveuglément la traduction automatique, on prend des risques assez importants, surtout quand on rédige des textes qui doivent être vraiment donnés, qui doivent donner dans la précision. Par contre, on peut tout à fait imaginer l'exemple que je donnais tout à l'heure. Un Français rédige en anglais et ensuite son texte est traduit en français. C'est une situation qui est totalement absurde. Et il est tout à fait, je dirais, on peut très bien rétablir la liberté de langue de rédaction, ce qui était la situation avant que par des directives internes sans portée juridique véritable, en fait, on impose l'anglais. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas compliqué. Hein. Il y a la hiérarchie. Et là, vous avez un patron et vous rédigez pour le patron. Si vous lui envoyez le texte en une autre langue que l'anglais, il vous la renvoie, par exemple. Bon, c'est à peu près, ça c'est du vécu. Bon, pas par moi, mais je dirais par des autres personnes. Si on rétablit la liberté, la personne va répondre, va écrire en français, hein, et va produire immédiatement, si la personne son texte en autant de langues qu'il peut d'ailleurs. Hein, s'il parle anglais, allemand et espagnol, il peut très bien le produire dans les 3 langues. Hein, et s'il connaît les langues cibles, il peut très bien détecter ce qui ne va pas dans la traduction, ce qui peut arriver quand même, hein, même quelle que soit la qualité du résultat. Donc, voilà un élément qui peut vraiment changer la donne. Maintenant, on n'est peut-être pas tout à fait je dirais, armé encore, mais ça ne saurait tarder, pour arriver à même de l'interprétation qui soit avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Donc, je crois qu'effectivement, on devrait tout à fait aller dans cette direction-là.
malgré tout, il y a la pesanteur des comportements, hein, et pour l'instant, on ne peut pas dire que les choses aient réellement bougé de ce point de vue-là. Mais il suffit d'une petite pichenette politique, hein, pour que l'équilibre puisse tout à fait être modifié. Enfin, voilà pour la question là-dessus. Il y a aussi les langues autochtones. Je ne sais pas, nous, si vous voulez, bon, on a l'Observatoire travaille beaucoup avec des amis africains, et ce n'était pas une initiative de l'OP. L'OP, je dirais, est participant à l'opération, mais on a créé un observatoire du plurilinguisme en Afrique. Hein, bon. Et dont la mission est en fait est double. C'est d'une part d'améliorer l'apprentissage du français, parce que l'apprentissage ne se fait pas bien. Il ne se fait pas bien parce que apprendre le français en français à des enfants dont les familles ne parlent pas forcément français à la maison, hein, c'est quand même quelque chose de compliqué. Hein. Bon. Alors, l'autre objectif, ce qui permet de comprendre ce qui est recherché, c'est d'utiliser les langues locales, même quand il y en a beaucoup, ce qui n'est pas simple, hein, bon, utiliser les langues locales pour améliorer l'apprentissage du français, et en même temps documenter ces langues locales pour leur donner une certaine vitalité qui tente à disparaître. Il faut comprendre aussi que les phénomènes, je dirais, de rapport de domination entre les langues existent aussi à l'intérieur des pays africains. Hein. Et il y a des gens qui défendent l'idée qu'il faut prendre une des langues du pays, hein, et puis en faire une langue d'unification. Hein. Mais ça veut dire, en gros, ça veut dire que cette langue, je ne donne pas d'exemple, mais va finir par éliminer toutes les autres. Hein. Donc, c'est ce contre quoi, je dirais, on s'élève. Bon, on n'est pas les seuls à réfléchir à ça, bien évidemment, hein, mais il faut éviter quand même que dans les pays tels que les pays africains, les processus, qu'on répète en fait les processus qui se sont produits il y a 2 siècles en Europe, hein, où effectivement la diversité linguistique a tendance à disparaître, et ça continue. Hein, ça continue. Donc voilà, c'est les langues autochtones, il faut aussi les protéger, leur donner une certaine vitalité, et c'est comme ça que dans les familles, si les enfants utilisent telle ou telle langue qui est parlée dans la famille ou au village pour améliorer la connaissance du français, et en même temps, je dirais, apprendre sa propre langue, hein. Voilà. Alors, les familles ne sont pas tout à fait unanimes là-dessus, hein, parce qu'il y a des familles africaines qui, comme chez nous, pensent qu'il est très important de se débarrasser en fait, de la langue qui est pratiquée dans la famille. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Peut-être que Mesdames Porta et Robert, peut-être ce serait intéressant de vous entendre sur ces questions. J'imagine que vous avez peut-être d'autres éléments à apporter. Je voudrais peut-être faire une remarque sur l'argument du coût. Souvent, on nous dit, notamment dans l'Union européenne, que la traduction, ça coûte cher, et donc il serait beaucoup plus rentable de n'avoir qu'une seule langue, et évidemment que ce soit l'anglais. Ça, c'est un argument qui est vraiment biaisé, parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye le coût à un moment donné. Parce que si on décide, par exemple, que c'est l'anglais la langue unique, il y a dans tous les pays des gens qui ne parlent pas anglais qu'on va former à apprendre l'anglais. Donc le coût, il est simplement déplacé ailleurs. Le coût qu'on va supprimer peut-être dans une institution, il est reporté au Sénégal, dans d'autres pays où on va dépenser de l'argent à former des gens à apprendre l'anglais. Donc c'est vraiment un argument biaisé et qui ne répond pas à l'inégalité fondamentale. Même si on apprend une langue et qu'on la parle très bien, on la parlera toujours moins bien que quelqu'un dont c'est la langue maternelle. Donc il y a une inégalité de base à choisir une langue comme langue de communication et penser que ce sera neutre. Donc cet argument-là, il faut vraiment le balayer. On pourrait même dire qu'il y a un coût du monolinguisme qui est un coût de l'inégalité pour les pays les plus pauvres. Il faut ajouter que le coût au niveau européen, c'est à peu près un ticket de métro à Bruxelles par citoyen et par an. Hein. Donc, quand on parle de coût, il faut quand même ramener les choses à leur mesure.
Peut-être, je ne sais pas si la personne qui avait posé la question donc, sur les langues autochtones est encore là, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une double dynamique entre d'un côté la disparition de certaines langues autochtones et en même temps une prise en compte nouvelle. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter avant de peut-être passer à d'autres questions, mais s'il y avait peut-être Madame Porta ou Madame Robert un dernier élément. Oui, je veux bien dire deux mots sur cette question-là qui est essentielle en francophonie. Vous l'avez compris, l'espace francophone, c'est un espace de diversité linguistique. Et l'enjeu ici est vraiment un enjeu éducatif que M. Tremblay soulignait sur la qualité de l'éducation dans cet espace. Pendant longtemps, on a considéré que c'était par la seule langue française, quand c'était la seule langue de l'éducation, que cette qualité éducative pouvait avoir lieu. Les études ont démontré depuis bien longtemps qu'on ne pouvait pas bien apprendre une autre langue quand on ne maîtrisait pas suffisamment sa première langue, hein, c'est essentiel. Et donc, à l'EIF, nous travaillons sur ces questions depuis bien longtemps avec un programme qui s'appelle Élan et Élan, École et langue nationale en Afrique, qui est un peu un dispositif d'enseignement et d'éducation bilingue, qui doit relever de nombreux défis, dont quelques-uns ont déjà été soulignés, celui déjà de l'équipement linguistique des langues que l'on se propose d'enseigner. Toutes les langues ne disposent pas d'alphabet, pour commencer. Toutes les langues ne disposent pas donc de transcription, de dictionnaire, de grammaire, etc., de tout un système normatif qui permet d'être enseigné, tout un travail que la France a fait pendant plusieurs siècles, mais que là, on doit se faire de façon accélérée. Donc, c'est une partie de ce défi. Et puis, quand on arrive à avoir tout cet équipement, des enseignants formés à l'éducation plurilingue, etc., il y a un défi assez important qu'on rencontre auprès des familles, qui est celui, mais pourquoi mon enfant devrait-il apprendre dans une école publique ma langue, ma première langue, alors que si je veux qu'il puisse avoir une bonne situation, je sais qu'il faudra qu'il parle français, anglais, et pas forcément la langue première. Donc là, on a affaire à beaucoup je ne sais pas si on peut appeler ça de préjugés linguistique, en tout cas d'une autocensure assez importante. Et donc, ce travail de valorisation des langues, de faire entrer la diversité linguistique dans les écoles est essentiel. Et juste pour terminer sur ce point-là, cette question-là n'est pas propre à l'Afrique. Enfin, en Afrique, elle prend des dimensions particulières. Mais moi, je trouve qu'en France métropolitaine et dans les dom-toms, elle est très importante aussi. Quelle place donnons-nous aux langues, et notamment aux langues de l'immigration dans nos écoles? Comment sont-elles valorisées dans les écoles? Voilà, il n'y a pas si longtemps, on tapait sur les doigts des enfants qui ne parlaient pas français, même dans la cour de récréation. Aujourd'hui, on n'est plus là, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire aussi dans notre système éducatif pour valoriser cette diversité linguistique que l'on souhaite préserver dans l'ensemble de l'espace francophone. Mais en tant que Française, j'aimerais inviter à ce qu'on y réfléchisse chez nous également. Merci pour vos réponses. Donc, on va passer à deux autres questions. Donc, une question abordait le domaine scientifique où l'anglais aussi prédomine. Donc, que faire face à cette institutionnalisation de l'anglais dans les publications universitaires? Car la plupart pour être Nora, il y a un petit problème de micro, on ne t'entend plus. Je pense qu'il s'est peut-être débranché. Excusez-moi. Oui, donc la première question était donc dans le domaine scientifique, que faire face à l'institutionnalisation de l'anglais dans les publications universitaires? Et une autre question de Jacqueline était, pensez-vous que le chinois, qui est une langue difficile à apprendre, puisse devenir une langue influente?
Moi, je veux bien répondre sur la question scientifique et universitaire. Nous avons à l'Observatoire un membre éminent qui s'appelle Pierre Fratt et qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'anthropologie de l'anglicisation, et dans lequel il explique toute l'implication que peut représenter l'exclusivité d'une langue sur le plan scientifique. Ça veut dire que si vraiment il y a une langue qui doit absorber 99% des travaux scientifiques, bien évidemment, les autres langues sont de sorte énervées. Hein, c'est-à-dire qu'on va les priver à un certain moment de la capacité de produire, de créer sur le plan scientifique. Hein. Donc, à ce moment-là, la décadence de ces langues est à peu près certaine. Bon, je ne pense pas que c'est un avenir absolument inéluctable, mais ce n'est pas dramatique qu'il y ait une langue qui soit quand même connue et qui soit un peu une langue commune. Le problème, c'est la publication. Et donc, on peut tout à fait imaginer, dans certaines revues aujourd'hui, favorise la publication plurilingue, c'est-à-dire accepte plusieurs langues dans les publications. Pas tellement dans les publications anglo-saxonnes, mais je dirais il y a quand même pas mal de revues qui sont elles-mêmes plurilingues. Je pourrais citer aussi, surtout dans le domaine des sciences humaines, par exemple un réseau comme Cairn, hein, je ne fais pas de publicité, mais qui produit et qui diffuse des publications scientifiques dans le domaine des sciences humaines en français, mais qui a commencé à le faire en direction de l'anglais, avec des résultats tout à fait intéressants, mais qui a quand même constaté que ça permettait de rendre accessible des publications en français à des publics ne maîtrisant pas le français, en tout cas sur un niveau suffisant en fait pour lire des publications scientifiques. Et donc, ça permet d'améliorer la diffusion des travaux réalisés en français, ce qui justifie le fait de produire des travaux en français. Et le Cairn a également constaté que si on voyait qu'il y avait une bonne fréquentation des revues en Amérique du Nord et même en Asie, par contre, dans toute l'ère hispanique, c'était quasiment inexistant. Donc, ils en ont conclu qu'il fallait faire également un effort de traduction en direction de l'espagnol et voire du portugais. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut, d'une part, sauvegarder une production dans la langue, hein, et bon, on peut imaginer, à nouveau, en se référant à la question de la traduction automatique, on peut tout à fait imaginer que les scientifiques ils rédigent leurs textes dans leur propre langue. Et puis, comme ils maîtrisent l'anglais ou qu'ils maîtrisent d'autres langues, eh bien, ils produisent également leurs articles dans une autre langue. À l'OEP, on n'a pas la prétention d'être un organisme de recherche, même si on en fait quand même, mais c'est ce que nous faisons d'une manière à peu près systématique. Dans les bouquins, on accepte les publications, les articles dans d'autres langues, hein, et on favorise, on invite les personnes à rédiger dans leur propre langue et éventuellement à traduire s'ils ont des débouchés en matière de publication dans d'autres langues. C'est ce qu'on va faire avec Cairn. Hein. Tout ce on va publier chez Cairn, hein, et on va demander à nos rédacteurs, à nos auteurs, de produire des traductions des articles pour les publier en anglais et en espagnol. Voilà. Merci, Monsieur Tremblay. Peut-être que Madame Robert voudrait réagir à propos de l'influence du chinois et de son apprentissage. Peut-être brièvement, on voit aussi dans le domaine scientifique, puisque c'était la question, la lutte d'influence entre les puissances, puisque les Chinois ont décidé de dynamiser
les publications scientifiques en langue chinoise. Et donc, c'est encore une expression de cette importance de la langue dans les luttes d'influence à tous les niveaux. Et il me semble, comme l'a très bien dit Monsieur Tremblay et Nelly Porta également, que la solution n'est pas dans une bataille des langues dans laquelle on essaierait de gagner sur l'autre, mais de rendre, enfin, d'acclimater l'idée du plurilinguisme ou du multilinguisme et de la nécessité de parler plusieurs langues et de respecter plusieurs langues par ailleurs, quand on commence à apprendre une langue étrangère, il y a une facilité qui se fait et une langue en entraîne une autre et tous ceux qui parlent plusieurs langues savent que c'est de plus en plus facile, plus on en apprend. Donc il y a aussi une pédagogie à faire de ce côté-là. Merci beaucoup. Il y avait une question qui nécessite une réponse assez courte, peut-être de Monsieur Tremblay. C'était comment être inscrit, pour ne pas utiliser un anglicisme, à la newsletter donc de l'Observatoire. C'était une des questions. Et il y avait également une question qui concernait la possibilité de rejoindre l'OIF lorsqu'une minorité seulement du pays est francophone. Est-ce que donc une minorité dans un pays a la capacité d'avoir une place au sein de l'OIF? Donc c'était le cas de l'Algérie qui était cité, puisqu'il me semble que pour des raisons politiques, l'État algérien ne veut pas adhérer à l'organisation. Euh, euh, voilà, peut-être donc Monsieur Tremblay et Madame Porta. Je n'ai pas compris la question sur la lettre d'information. On l'appelle lettre d'information d'ailleurs. Lettre d'information, d'accord. La personne souhaitait recevoir les informations, elle se demandait comment s'inscrire. Ben, elle va sur le site et en haut, dans les menus, il y a recevoir la lettre, tout simplement. D'accord. Hein, et bon, c'est très cher hein, parce que c'est 5 € à l'année. Hein, voilà, donc ça devrait pouvoir être supportable. Hein. D'accord, je C'est pense 1 que le euro par message est numéro. passé. Ok. Alors peut-être pour tenter d'apporter une réponse à la question concernant une population minoritaire au sein d'un pays et son adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, pour ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie, il s'agit d'une organisation intergouvernementale. Donc, par définition, ce sont des États et gouvernements qui peuvent faire une demande d'adhésion. Et donc, tout dépend de l'organisation, pour le coup, politique et du degré d'autonomie des différentes parties au sein du pays. Pour vous donner un exemple, nous avons comme membre de l'OIF la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce n'est pas la Belgique, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons également la Louisiane. Ce ne sont pas les États-Unis qui sont membres de l'OIF, mais la Louisiane. Enfin, on a plusieurs cas de ce type. Dans tous les cas, ce sont ces gouvernements qui doivent faire une demande. Voilà. Donc pour l'Algérie, je ne connais pas suffisamment l'organisation politique du pays, mais j'avais eu ces questions, je sais que ces questions se posent aussi régulièrement pour un pays comme Israël ou d'autres, donc c'est à voir. Si cette minorité est organisée politiquement et a un degré d'autonomie au sein d'une nation, ce n'est pas impossible, mais c'est à voir avec l'État fédéral. D'accord. Merci beaucoup. Le temps tourne. Je vois qu'il y avait également plusieurs questions sur le Canada. Il y en avait qui revenaient donc sur les problèmes liés à l'usage de l'anglais, en comparant est-ce que c'était plus ou moins qu'en France. Ça avait l'air en tous les cas d'être différent. Mais j'imagine que ça doit être que le cas canadien est peut-être très intéressant parce qu'il y a à la fois la question des langues autochtones, la question de la francophonie, la question de l'anglais. J'imagine que c'est peut-être un exemple de pays à la croisée de plusieurs des problématiques qu'on a évoquées. Je, je vois Madame Robert acquiescer. Peut-être que vous voulez prendre la parole. Non, je ne suis pas spécialiste du Canada, mais c'est vrai qu'eux, ils sont dans la situation, notamment au Québec, du sentiment d'être assiégés
En fait, et il résiste plus. Voilà, il y a plusieurs témoignages dans la conversation sur l'obsession de tout traduire, le panneau stop qui devient arrêt, etc. Ça, c'est le côté, effectivement, on se défend parce on a un sentiment, et d'ailleurs, c'est pas forcément un sentiment, c'est une réalité, d'être cerné et agressé. Mais et souvent, quand on travaille avec des Québécois, ils sont beaucoup plus sensibles que nous et au respect de la langue française, et ils sont inquiets. Ils trouvent que les Français de France, comme ils disent, font beaucoup trop de concessions à l'anglais et qu'on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir cette langue qui est la langue parlée, protégée, etc. Et ils trouvent qu'on baisse un peu trop la garde et qu'on sous-estime complètement ce défi et de parler notre langue et de bien, de bien la parler. Et c'est vrai que là, bon, il faut peut-être être un peu le poil à gratter dans cette conversation, mais il y a un devoir d'exemplarité des dirigeants français. Et c'est une catastrophe quand spontanément un ministre ou un président de la République en voyage officiel à l'étranger se met à parler anglais. C'est une catastrophe pour tous ceux qui se battent pour démontrer au quotidien qu'il faut respecter le plurilinguisme, qu'il n'y a pas de fatalité dans l'anglais, etc. Ça fait tout dégringoler en quelques secondes. Et c'est pour ça que j'ai insisté un peu dans mon intervention liminaire, ça a nécessité de ne pas sous-estimer ces enjeux linguistiques. Et malheureusement, je trouve que souvent, les dirigeants français sous-estiment complètement ça et alimentent la machine à anglophoniser, parfois de bonne foi, hein, c'est pas du tout machiavélique, hein, c'est pas du tout, voilà, et ils se rendent pas compte et c'est vraiment dommage. Le discours de la ministre des Affaires étrangères en septembre où on parlait de Team France, de soft power, alors qu'il y a plein de mots français. C'est-à-dire, en Afrique, les gens regardent ça, ils disent bah, c'est foutu, quoi. Et c'est un peu ça que nous rappellent nos amis québécois souvent. Merci. Donc nous avions une question justement à propos de l'apprentissage des langues. Comment, selon vous, faudrait-il réformer l'apprentissage des langues en France justement pour assurer pour promouvoir ce plurilinguisme? Alors, bien loin de moi l'idée de donner des leçons, mais peut-être pourrais-je formuler un rêve, oui, ce serait par exemple que dès l'école maternelle, les familles soient mieux associées au projet d'établissement et que la diversité linguistique qui est présente dans beaucoup d'écoles en France, enfin dans les familles des enfants qui fréquentent ces écoles-là puissent être valorisés. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Quand j'étais étudiante, j'étais fascinée par les travaux de l'Université de Grenoble sur ces questions-là. Donc, on sait faire, on sait comment le faire, très bien, mais on a plutôt choisi d'imposer de l'anglais dans toutes les écoles primaires de France. Donc voilà, la diversité linguistique, ça passe aussi par la reconnaissance et l'acceptation de sons, de chansons, de musique, la musique des langues, j'y crois beaucoup. Vous avez compris mon tropisme très culturel, hein, peut-être, mais il me semble que chez les enfants, ça marche, c'est ce qui marche très bien. On n'a pas besoin de leur expliquer, de leur faire des grands cours de linguistique, mais juste leur ouvrir les oreilles, hein, puisque l'oreille, notre capacité à identifier des phonèmes se fixe avant l'âge de 7 ans. Donc déjà, garder ses oreilles ouvertes et être curieux du monde qui nous entoure, y compris quand c'est l'univers dans lequel notre petit camarade de classe retrouve quand il quitte l'école. Voilà, ça doit être quelque chose de très joyeux, de très gai, et qui fait qu'on vit ensemble et qu'on fait communauté ensemble. Si c'est possible, je voudrais apporter un petit complément à ce que vient de dire Nelly Porta. En 2002, quand il y a eu le décollage de l'enseignement précoce à l'école primaire des langues,
Jacques Lang qui était le ministre en 2001-2002 de l'Éducation, imaginait qu'il pourrait y avoir une diversité au niveau des écoles primaires. C'est comme ça qu'en fait, théoriquement, on peut, je crois, apprendre 8 langues différentes dans les écoles primaires. Mais le sort en a décidé autrement, c'était un raz-de-marée vis-à-vis de l'anglais. Le ministère de l'Éducation nationale a été totalement passif là-dedans, et donc il a dû s'incliner devant le mouvement. Néanmoins, il y a des réponses qui sont possibles. Bon, il ne faut pas trop imaginer qu'il y a un retournement de l'opinion là-dessus, parce que, on pourrait épiloguer, on pourrait argumenter, mais la ville de Paris a depuis quelques années, a développé un plan de développement d'écoles bilingues, hein, à Paris. Il y a actuellement 40 écoles primaires tout à fait ordinaires, hein, qui sont des écoles bilingues. Bon. Et sur les 40, il y en a 20 qui sont français-anglais, hein, et il y en a 20 autres qui sont en allemand, en italien, en espagnol, et je peux peut-être dans d'autres langues. Voilà. Alors, quand on a discuté de ça, je leur ai dit, mais peut-être que ce serait intéressant quand même d'en parler un tout petit peu, parce que c'est quand même intéressant comme expérience, et ça serait bien de pouvoir le suivre. Pour l'instant, je dirais, c'est silence total. Bon. Et voilà, quand il y a une volonté politique, on peut avoir des résultats, et il y a des familles qui sont tout à fait intéressées si on leur propose ça. Je voudrais compléter, si vous le permettez. Moi, j'insiste vraiment sur la notion d'éveil aux langues et de plurilinguisme, d'éducation plurilinguiste, qui me semble un peu différente de ce que décrit M. Tremblay. Donc, à ce titre-là, pour les plus intéressés, je les inviterai à regarder d'un peu plus près ce que fait une association également sur Paris, Doulala, avec la mobilisation et le développement de plusieurs outils, activités d'éveil aux langues, comme on dit, près d'enfants et de familles de tous âges. Et c'est très joyeux, et l'objectif n'est pas d'apprendre forcément une langue, mais d'attiser la curiosité sur cette diversité linguistique. Si je peux dire un mot pour souligner l'importance du travail qu'effectue l'OIF en matière d'éducation aux langues et de travail sur le multilinguisme. Il y a vraiment Nelly Porta est peut-être trop modeste, même si elle nous a bien décrit un certain nombre de programmes, sauf que l'OIF est assez pionnière dans ce secteur. Et cette idée de rendre les choses aimables, notamment auprès du jeune public, est essentielle. Et tous les programmes que soutient l'OIF en matière d'éducation, y compris en Afrique, me semblent essentiels pour éveiller et sensibiliser à la question du plurilinguisme. Merci beaucoup pour vos visions des langues, et peut-être que nous pouvons finir sur cette note. Donc, merci à vous, aux 3 intervenants, d'avoir participé à cet échange très intéressant. Remercier les Amis du monde diplomatique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'une association qui réunit les lecteurs du monde diplomatique, et qui, de par sa participation de 25% au capital du monde diplomatique, permet de garantir l'indépendance de ce journal. Nous voulions également remercier le pôle communication du MRIAE pour son aide dans la promotion de cet événement. Et enfin, vous remercier, vous, public, pour votre intérêt, pour vos questions. Et nous espérons vous revoir très bientôt pour un autre Café Diplo à la Sorbonne, et cette fois-ci, espérons-le, en présentiel.